Femme d'affaires, mécène et communiste. Voici l'histoire de Rudolfine Steindling, la plus grande délinquante financière du siècle dernier. À Vienne, dans le monde de la politique ou de la finance, il y a peu de gens qui n'ont pas connu Rudolfine Steindling. Les Viennois l'ont surnommée Fini la Rouge. Une dame de la bonne société qui a fait un beau mariage et a une belle situation. Comment a-t-elle fait pour aller aussi loin? Pour moi, elle incarne la femme d'affaires compétente. Elle était obnubilée par l'argent. De combien s'agit-il? Elle a détourné d'énormes sommes. Pour moi, Madame Steindling était une criminelle financière. Son domaine, le commerce entre l'Est et l'Ouest. Soyez tranquille, je ne fais jamais rien sans bénéfice à la clé. Est-ce ainsi qu'elle a bâti sa fortune? Comment a-t-elle amassé tant d'argent? Par la ruse? L'absence de scrupules? Ou bien a-t-elle bénéficié de circonstances particulières? Avril 1945. L'Union soviétique remporte la bataille décisive de Vienne. Elle y restera ensuite comme force d'occupation aux côtés des autres puissances victorieuses. La jeune Rudolfine Eckel a 10 ans. Et les maigres années de l'immédiate après-guerre vont peut-être nourrir sa soif de pouvoir et sa détermination à réussir. Au début des années 1950, elle suit une formation commerciale et apprend les bases de la comptabilité. Son diplôme en poche, Rudolfine, ou Fini pour ses proches, entre à la Banque centrale de crédit et de change, la filiale viennoise d'une banque hongroise. L'ambitieuse jeune femme gravit les échelons et devient fondée de pouvoir. La jeune Fini a jeté son dévolu sur un beau collègue, Adolf Steindling, le futur directeur adjoint de la banque. Elle sait que Dolly, c'est son surnom, est déjà mariée. Avec son épouse Wilma, une résistante juive, ils ont 2 enfants, Elisabeth et Ruth. Ils ont eu très vite une liaison, censée rester secrète, bien sûr. Mon père menait donc une double vie. Il croyait qu'on n'en savait rien. Il nous a toujours pris pour des idiotes. Adolf Steindling est juif. Il a combattu dans la résistance et il est membre du Parti communiste. Un communiste peut donc devenir directeur de banque dans la Vienne d'après-guerre? C'était une branche de la Banque nationale de Hongrie, qui était un pays communiste à l'époque. Donc, il n'employait que des communistes. En 1966, Adolf Steindling divorce. Fini peut enfin épouser son Dolly. Ils auront ensemble une petite fille. Adolf est nommé directeur de la banque et Fini évolue désormais dans la bonne société viennoise. Mais en tant qu'épouse du directeur, elle ne peut rester dans la banque. Il pourrait y avoir des conflits d'intérêts. Sa carrière prometteuse va-t-elle s'arrêter là? Pour la fondée de pouvoir, la solution se trouve dans le Parti communiste d'Autriche, le KPE, dont elle est membre tout comme son époux. Le parti possède une myriade d'entreprises que Rudolfine Steindling sera chargée d'administrer. Vu la manière dont ils gèrent leurs affaires, il vaut mieux les garder à l'œil. Elle est sacrément chic, votre bague, dites donc. Oui, c'est un cadeau de mon Dolly. Il ne peut pas s'en empêcher. Il connaît mon goût pour les beaux objets. Oui, il est sacrément chic aussi, votre mari, si je peux me permettre. D'ailleurs ici, son magnifique éclat n'est pas à son avantage. Dans ma banque, c'était différent. Il y avait beaucoup de clients. Mais on est tout de même pas mal, hein? Il faudrait simplement arranger un peu la pièce. Après-guerre, KPE bénéficie d'une situation favorable. Jusqu'en 1955, l'Autriche est divisée en 4 zones d'occupation. L'Est du pays est placé sous contrôle soviétique
et Vienne sous celui des 4 forces alliées. Nous étions répartis en secteurs, comme à Berlin. À cette différence près qu'à Vienne, il n'existait pas de frontières ou de murs aussi infranchissables qu'entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Il y avait donc beaucoup d'échanges entre les zones d'occupation, y compris entre les chargés d'affaires soviétiques et autrichiens. Nombre de Viennois trouvent du travail dans les entreprises administrées par les soviétiques. Ainsi, l'économie redémarre et l'URSS s'assure le contrôle de branches clés de la production autrichienne. Dans son secteur, tout est planifié selon le modèle communiste. KPE reprend les entreprises installées dans l'ancienne zone d'occupation soviétique. Je vois beaucoup de potentiel dans toutes ces entreprises. Il suffit de les mettre sur la bonne voie. C'est ce que Fini la Rouge va faire, avec un instinct tout capitaliste et un seul objectif, augmenter au maximum les profits. Assez rapidement, elle va cumuler de plus en plus de fonctions au sein de l'appareil économique du KPE. En 1969, elle rend sa carte du parti, ce qui était la procédure habituelle quand ses membres occupaient des fonctions de direction dans l'appareil économique. Tandis qu'en façade, le KPE lutte contre le pouvoir du capital, un petit groupe de camarades travaille discrètement à la création de l'empire économique du parti. C'était très secret. Il y avait des pans entiers de l'activité du parti qui n'étaient jamais évoqués en interne. On savait qu'il existait un appareil économique, des camarades commerciaux en quelque sorte, mais on n'en parlait pas officiellement. Rudolfine Steindling organise la fusion de plusieurs entreprises et liquide celles qui ne sont plus rentables. Mais pendant qu'elle développe le réseau économique du KPE, le climat politique se dégrade. À l'époque de la construction du mur, en 1961, rien ne va plus entre les anciens alliés que sont les États-Unis et l'Union soviétique. La guerre froide est entrée dans une phase plus dure pour les populations. Le rideau de fer semble infranchissable. Les relations commerciales avec la RDA sont paralysées. Mais si la République fédérale d'Allemagne se tourne exclusivement vers l'Occident, l'Autriche est un pays neutre. Et elle va faire un tout autre choix. Le Parti communiste d'Autriche a joué un rôle moteur dans ce choix. Il souhaitait conserver des relations commerciales solides avec le bloc de l'Est pour favoriser les échanges avec les camarades de la RDA. L'Autriche a toujours fait office d'interface dans le commerce entre l'Est et l'Ouest. Après le retrait des Alliés, les entreprises du KPE vont jouer un rôle clé dans ces échanges. La Chambre de commerce de la RDA a des bureaux à Vienne depuis les années 1950 et travaille en collaboration avec diverses firmes gérées par le KPE. Et il y a une entreprise responsable pour chaque branche. Fini est au cœur du dispositif. Eh bien, alors, il faut recommencer. Elle s'occupe de la médiation et des finances. En 1967, à l'invitation de l'Autriche, une première délégation conduite par Günther Mittag, le secrétaire à l'économie de RDA, se rend à Vienne. Beide Seiten unterstrichen die Notwendigkeit, langfristige Wirtschaftsverträge zwischen der DDR und Österreich abzuschließen. L'Autriche est un pays exportateur. Par conséquent, tous les pays qui achètent des produits autrichiens nous intéressent. Mais depuis l'instauration d'un embargo en 1950, toute une série de produits ne peut plus être exportés vers l'Est. Les biens technologiques notamment entrent dans cette catégorie. L'objectif est d'affaiblir les pays de la zone d'influence soviétique.
Mais de nombreuses entreprises savent comment contourner l'embargo et continuent à exporter en secret des produits de l'industrie technologique. Et pour les transactions financières, on peut compter sur l'expertise de Rudolfine Steindling. Oh, ce cher monsieur Canet. Bonjour, chère madame. Alors, que m'apportez-vous de beau aujourd'hui? Tenez, les livrets d'épargne aux porteurs. Il y en a un peu plus que la dernière fois. Quoi, tant que ça? Tout le monde se passe le mot. Et pas besoin de reçu entre nous, n'est-ce pas? Rien ne vaut la confiance, voyons. Elle a l'idée de détourner un produit bancaire légal afin d'établir un système de paiement discret entre l'Ouest et l'Est. Un livret d'épargne au porteur, c'est un livret anonyme. Il permet à son détenteur de retirer l'argent en espèces, sans complication, et sans présenter de pièce d'identité, puisqu'il n'est pas nominatif. Il suffit de posséder le mot de passe secret correspondant au livret. En théorie, cette pratique ouvre la possibilité de blanchir de l'argent. Est-ce réellement par conviction communiste que Rudolfine Steindling aide ses camarades de l'Est et de l'Ouest à améliorer leurs finances? En 1968, quand les troupes du pacte de Varsovie répriment les aspirations démocratiques des Tchécoslovaques, une partie du KPE condamne cette ingérence. Mais dans l'ombre, le commerce illégal de marchandises se poursuit. Si ces transactions tourmentent sa conscience, Rudolfine n'en dit pas un mot. L'affaire est bien trop lucrative. Et elle fait payer très cher ses services. Elle était administratrice du Parti communiste d'Autriche. Mais elle menait une vie qui n'était guère en accord avec l'idéal communiste ou socialiste. Je pense que Rudolfine Steindling avait des idéaux. Elle était également une communiste convaincue, même si elle affichait un style que l'on a pu qualifier de communisme Gucci. Et Fini la Rouge se sent à l'étroit dans le monde du KPE. Elle voudrait prendre une part plus active dans le commerce entre l'Est et l'Ouest. Mais elle manque de contact du côté occidental. Je ne peux rien tirer de tout ça. C'est alors qu'elle tombe sur le dossier de la société Novum, un établissement d'import-export qui a son siège à Berlin-Est. Serait-ce la clé d'un nouveau secteur d'affaires? Novum est censé servir de représentant et d'intermédiaire pour les entreprises occidentales qui souhaitent faire du commerce avec la RDA. Jusqu'à présent, son rôle d'intermédiaire est pratiquement inexistant. Les contrats révèlent qu'il s'agit d'une société écran du SED, le Parti socialiste unifié d'Allemagne, pour lequel on ne peut travailler qu'à titre fiduciaire. Mais Novum a du potentiel. Elle offre surtout de très bons contacts avec les grandes entreprises en Autriche, en Suisse et en Allemagne de l'Ouest. Elle représente de grandes firmes comme Voest Alpine, Steyr Daimler Puch, Ciba Geigy ou encore Bosch. Pour faire des affaires en RDA, les entreprises de l'Ouest avaient l'obligation légale de passer par un représentant commercial de l'État. Pour la RDA, ce système de représentation obligatoire avait deux avantages. Il permettait de concentrer et de contrôler les échanges commerciaux. Et en même temps, les représentants commerciaux encaissaient une provision, c'est-à-dire une commission, ce qui était très lucratif. Rudolfine Steindling installe ses bureaux dans la rue la plus prestigieuse de Vienne. Directrice de Novum dès 1973, détentrice de la moitié de ses parts sociales en 1978, elle est la seule femme en Autriche à exercer ses fonctions, une activité qui lui procure un revenu annuel équivalent à 130 000 €. Société Novum à Vienne, Steindling à l'appareil, que puis-je faire pour vous? De combien s'agirait-il? 800 000. Oui, très bien. Alors à la semaine prochaine. Au revoir. Le système de représentation commerciale est florissant. Les commissions s'élèvent en général à 4%.
22 000. Un nouveau personnage, entré dès 1969 sur la scène germano-allemande, va encore favoriser les affaires de Fini-la-Rouge, Willy Brandt. Le nouveau chancelier de la République fédérale d'Allemagne se rend en RDA. Les entreprises ouest-allemandes sont de plus en plus nombreuses à s'intéresser au marché de la RDA. Rudolfine Steindling est dans son élément. De nouveaux marchés s'ouvrent à elle. Qui d'entre vous a déjà travaillé avec l'Ouest? Jamais eu l'occasion. Ou avec l'Est? Oui, très bien. Je ne vous ai pas fait venir pour une vente de bienfaisance, mais pour jeter des ponts économiques. C'est une première. Une collaboration entre les deux Allemagnes. Elle n'est pas gratuite, mais ce sont ces messieurs de l'Ouest qui paient. Car pour eux, ce ne sont pas de grosses sommes. C'est un peu de la roupie de Sansonnet, si vous me pardonnez l'expression. Quant à l'Est, qui de ces messieurs a une petite idée du marché tel qu'il se présente à l'Ouest? Comment l'imaginez-vous? À quoi pourrait ressembler une collaboration? C'est ce qu'on voudrait bien savoir. Vous savez ce qui me gêne? L'économie planifiée. Enfin, l'économie planifiée, c'est notre réalité. Comment voulez-vous l'éviter? Je vais vous le dire. Il est possible d'entrer sur le marché est-allemand, mais il n'y a qu'un moyen de le faire. Il faut passer par Novum, et donc par moi. Indubitablement, de par ses contacts au sein du Parti communiste d'Autriche, elle était une figure importante, voire un personnage clé pour la RDA. Rudolfine Steindling met en relation l'élite économique de la RDA avec des chefs d'entreprise et des membres du gouvernement autrichien, à commencer par son chancelier, Bruno Kreisky. Qui veut faire des affaires est obligé de passer par Fini-la-Rouge. En guise de remerciement pour services rendus à l'économie du pays, le président de la République autrichienne la nomme conseillère au commerce extérieur. La directrice de Novum multiplie les allers-retours entre Vienne et Berlin-Est. Et pour elle, pas de contrôle ou de longues files d'attente à la frontière. Elle n'était soumise à aucune restriction. Elle avait de grandes libertés, ce qui est normal quand on dirige ce type d'entreprise et qu'on traite des contrats portant sur de telles sommes. Au siège de Novum à Berlin-Est, elle organise des rencontres entre des chefs d'entreprise de l'Est et de l'Ouest. Comment on fera pour trouver une clientèle? Très bonne question. C'est mon travail, c'est moi qui mets en relation les fournisseurs et les acheteurs compatibles. Donc en réalité, on n'a pas le choix. Économie planifiée. L'économie planifiée a aussi des avantages, vous le verrez d'ailleurs. Moi, en ce qui me concerne, je ne les ai pas encore vus. Vous pouvez dès à présent me faire part des produits occidentaux que vous souhaitez vous procurer. Entendu, mais je le croirai quand je le verrai. D'autres questions? Pour combien de temps seraient établis ces partenariats de façon générale? Oui. Ouais, bonne question. Eh bien, le plus longtemps possible. Il vaut mieux éviter d'avoir sans cesse à se réadapter à de nouvelles conditions commerciales. C'est dans notre intérêt à tous, vous êtes d'accord? Si toutefois les conditions sont raisonnables. Parce que vous en doutez encore après tout cela. Et pour nous aussi. Soyez tranquille, je ne fais jamais rien sans bénéfice à la clé. Nous voulons tous gagner notre vie et nous allons gagner de l'argent. Plus qu'il n'en faut. Dans le monde des affaires, les relations personnelles sont cruciales, y compris au plus haut niveau politique. En la matière, Rudolfine Steindling fait preuve d'un instinct infaillible et soigne ses contacts haut placés. D'après ce que j'ai pu voir et entendre, elle avait ses entrées chez nombre de hauts fonctionnaires de la RDA. Qui étaient les pontes du SED qui figuraient dans son carnet d'adresses? Est-ce que c'était Honecker, par exemple, ou Schalk Golodkowski? Non, apparemment c'était principalement Gerhard Beil. Le ministre du Commerce extérieur est-allemand et Rudolfine Steindling sont en effet liés depuis des années. Wir sind interessiert, die Entwicklung, die sich vor allem in den letzten 5 Jahren so gut abzeichnete, auch in den kommenden Jahren fortzusetzen. Ce développement profite à la RDA, et notamment au SED, le Parti socialiste unifié d'Allemagne, mais aussi à l'économie autrichienne, et surtout à Rudolfine Steindling. En 1983, après le décès de son mari, elle reprend les 50% de parts restantes de Novum et se consacre plus encore à son travail.
Elle investit une partie des importantes commissions qu'elle perçoit dans des biens immobiliers et se fait mécène. L'Opéra de Vienne reçoit ainsi de sa part un don très généreux. Dans les années 1980, ses bénéfices se montent à 117 millions de marks. Et ce ne sont là que les gains officiels. Voilà pour le petit service rendu hier. À une époque où les femmes se hissaient rarement au sommet de la hiérarchie financière, c'était un spécimen rare. Elles faisaient figure d'exception. C'était une pionnière finalement. Elles étaent très peu nombreuses à exercer ce type de fonction. Et par conséquent, elle attirait l'attention. Qu'en dites-vous? N'était-ce pas sublime? Absolument. À Vienne, on la considérait comme une dame de la bonne société, un mécène qui encourageait les arts et la culture, mais aussi des initiatives sociales. C'est l'image qu'on avait d'elle. Elle aime être au centre des mondanités. Mais tout le monde ne succombe pas à son charme. Je dirais doucereuse. On pourrait même dire mielleuse. Je me méfiais d'elle, parce que je savais qu'il y avait toujours une intrigue en coulisses. Si seulement Wagner avait appris à faire plus court. Ces opéras sont interminables. Qu'en pensez-vous, Madame la conseillère, vous qui êtes une grande amie de l'opéra? Oh, vous savez, il ne... Ma chère, je suis navrée. Je ne sais pas ce qui a pu se produire, je n'ai pas voulu faire ça. Vous m'enverrez la note. Vous pouvez y compter. Oh, vous savez, si on ne comprend pas le grand Wagner, il vaut mieux fréquenter une autre salle de concert. Rudolfine Steingling vivait dans un monde où le sourire poli est de mise. Les liens personnels étaient utiles et bénéfiques pour les deux parties, et certainement pas préjudiciables pour elle. Rudolfine a des contacts avec des personnalités de premier plan. Luciano Pavarotti, le célèbre ténor, Léa Rabin, l'épouse d'Itzhak Rabin, le chef d'orchestre Christian Thielemann, et côté politique, Erich Honecker, ou l'Israélien Ehud Barak. Elle connaît tout le monde. Dans le souvenir de ceux qui la connaissaient, y compris en Autriche, il est clair qu'elle évoluait au cœur de l'élite politique et qu'elle servait de médiatrice. Elle savait sur quel bouton appuyer pour faire aboutir une affaire. Les relations entre l'Autriche et la RDA ne cessent de se renforcer. Le chancelier Bruno Kreisky est le premier chef de gouvernement de l'Ouest à reconnaître la RDA comme État à part entière. Eine Ehrenformation der Nationalen Volksarmee ist zu ihrer Begrüßung angetreten. Losung des Tages für freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Republik Österreich. Cette amitié sert les intérêts de Novum. Au fil des ans, Novum a encaissé beaucoup d'argent en commission, notamment grâce à quelques grosses affaires. Par exemple, l'opération d'investissement du groupe sidérurgique Voestalpine dans la production d'acier en RDA. Une affaire dans laquelle Novum a servi de facilitateur. La Voest, Union sidérurgique autrichienne, est un groupe nationalisé. L'entreprise est chargée de construire une aciérie clé en main pour la RDA sur le site d'Eisenhüttenstadt. Un projet pharaonique achevé en 1984. Le directeur de projet s'appelle Horst Wimmer. Rudolfine Steingling opérait en coulisses. C'était l'éminence grise du projet. Elle était la directrice de Novum, qui était notre représentant. Mais elle n'est intervenue que très sporadiquement.
Je dirais qu'elle était en quelque sorte la courroie de transmission entre le Politburo, ou la nomenclatura, et nous. Le chantier dure 4 ans. L'usine est alors inaugurée en grande pompe en présence d'Erich Honecker, le dirigeant de la RDA, et du chancelier autrichien Alfred Zinnowatz, qui a fait le déplacement pour l'occasion. Mit diesem Knopfdruck haben DDR-Staats- und Parteichef Honecker und Bundeskanzler Zinnowatz heute in Eisenhüttenstadt das von der Voest errichtete Konverterstahlwerk offiziell in Betrieb genommen. Cet énorme contrat était convoité par bien d'autres États. Les Suédois, les Japonais, les Italiens et même les Allemands de l'Ouest avaient fait une offre. Mais Fini-Larouge a remporté l'affaire pour l'Autriche. Unsere Gastgeber sind voll des Lobes. Und wir haben außerdem gestern einen Vertrag unterschrieben, der weitere Lieferungen im Wert von 11 Milliarden Schilling in den nächsten Jahren vorsieht. Rudolfine Steindling reste à l'arrière-plan, mais elle est partout. Et elle encaisse de l'argent au passage. La commission de Novum s'élevait à 4% de la valeur du contrat. Le contrat étant de 12,33 milliards de shillings, 4%, ce n'était pas rien. L'aciérie est là, mais l'embargo pose problème. On ne peut pas faire entrer en RDA les ordinateurs qui pilotent les machines. Il était impossible de nous procurer les ordinateurs dont nous avions besoin sans enfreindre l'une ou l'autre règle de l'embargo. Officiellement, la Voest doit elle aussi s'en tenir aux règles. Il est interdit d'exporter de la technologie informatique vers la RDA. Mais n'existe-t-il pas un moyen de contourner ces mesures contre rétribution? Alors ils nous ont dit « Ok, 60 millions de shillings et on s'en occupe ». C'était le double du prix. 4 semaines plus tard, les ordinateurs étaient là. C'est là qu'on voit que les embargos n'ont aucun effet. La commande clandestine est-elle passée par Fini-Larouge? Et si oui, par quelle voie? La contrebande? La corruption? Ou encore les services de renseignement de la RDA? Le HVA, ou Administration centrale de la reconnaissance, c'était le service de renseignement extérieur de la Stasi, autrement dit d'espionnage. Et il était placé sous la tutelle du ministère de la Sécurité d'État. Les services secrets sont aussi chargés de l'achat et de la contrebande de biens technologiques pour le compte de la RDA. Et pour ce faire, ils ont besoin de partenaires. Il était courant que des sociétés faisant du commerce avec l'Ouest, mais aussi des entreprises occidentales, ou qui passaient pour occidentales, soient utilisées pour ouvrir des comptes, lesquels servaient à faire transiter de l'argent sale, par exemple pour des opérations d'espionnage. C'était l'une des activités de Novum. En Suisse, par exemple, que savait Fini-Larouge des activités des époux Kellin qui ont été démasqués en 1973 après des années d'espionnage industriel pour le compte de la RDA? Une chose est sûre, ils recevaient des subsides d'un compte de la société Novum. Société Novum à Vienne, Steindling à l'appareil, que puis-je faire pour vous? Pendant la guerre froide, l'espionnage est une question très sensible. Rudolfine Steindling est-elle impliquée dans l'une des affaires d'espionnage les plus retentissantes de l'époque? En 1979, Werner Stiller, un employé du ministère de la Sécurité d'État, passe à l'Ouest. Il emporte dans ses bagages des documents secrets et à la suite de sa défection, toute une série d'espions est-allemands sera démasquée. Fini-Larouge est devenu un rouage important pour les flux financiers du SED. Mais peut-on lui faire confiance? Pourrait-elle être un agent double? Elle est mise sous surveillance. Ça y est, les voilà revenus. Vous croyez réellement que je ne vous ai pas vu?
La RDA surveillait beaucoup de gens de l'Ouest qui lui étaient utiles ou dont elle avait besoin. Elle fait ainsi entrer ce qu'on appelle des collaborateurs non officiels au sein de la société Novum. Et ce sont peut-être leurs informations qui mènent à l'interrogatoire de Rudolfine Steindling. Mettez-moi immédiatement en communication avec le ministre. Oui, je patiente. C'est un beau merdier. Tous des margoulins. Oui. Gerhard, enfin. Je voulais simplement te remercier pour avoir pris ma défense pendant l'interrogatoire. Je crois qu'ils ont fait dans leur froc, si tu veux mon avis. Il va falloir qu'ils digèrent ça maintenant. Mais je vais te dire, on est entre nous. Il ne faudrait pas oublier que c'est moi qui fournis des devises à ton parti. Si jamais la Stasi continue de fourrer son nez partout, Novum pourrait bien m'exploser à la figure. Et personne, ni à Vienne, ni à Budapest, ni à Tel Aviv, ne voudra plus travailler avec moi ou avec la Novum. Et qui vous procurera vos devises? Malgré l'espionnage industriel et les produits de contrebande, le développement technologique de la RDA a 10 ans de retard sur l'Ouest. La maîtrise des petits composants électroniques surtout, comme les processeurs ou les disques durs, lui fait cruellement défaut. Pendant des années, on a fait passer en contrebande les composants qui tombaient sous le coup de l'embargo. Les entreprises est-allemandes peuvent ainsi remplacer les pièces manquantes. Mais en comptant les frais des services secrets et les dépenses de contrebande, le prix est comparativement très élevé. Quelle pourrait être l'alternative ? On s'est dit qu'au lieu de faire entrer par exemple 1000 disques durs de contrebande, on devrait plutôt faire venir une usine complète. Faire passer toute une usine en contrebande ? Le projet paraît inconcevable. Et qu'est-ce qu'on fera de la deuxième usine après ça? Tu ne prends pas la chose assez au sérieux. Tu crois que c'est une plaisanterie? Parce que si ça tourne au vinaigre, si on est démasqué, on sera foutu pour de bon. La Stasi va nous tomber sur le rable. Rudolfine a de bons contacts en RDA. Mais ce projet est plus que risqué. L'idée, c'est de passer commande de 2 usines en une. On commande une usine pour l'Autriche, dont une partie sera construite à Vienne, et l'autre partie sera introduite en RDA par contrebande, à Meiningen. La ligne de production de disques durs sera assemblée ici, dans l'usine Robotron de Meiningen. Et pour brouiller les pistes, la deuxième usine, celle de Vienne, ne se mettra jamais en production. Il y aura une usine à Meiningen et une autre à Vienne? Et je pense que la deuxième, on pourra peut-être la faire brûler, comme Udo Proksch a fait avec le Loukona à l'époque. Oh, enfin, en plein cœur de Vienne. Non, Proksch a fait cramer son bateau au milieu de l'océan et il s'est quand même fait coincer. T'es complètement fou. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça te ressemble pas d'avoir la trouille? J'ai pas envie d'aller en prison. Pas même avec toi. C'est pas la peine d'avoir peur. La Stasi, elle a pas de prison. Elle préfère régler leurs comptes aux gens. Le plan est décidé. L'usine de Vienne servira d'écran. Personne ne se doutera que les composants destinés à la fabrication de disques durs commandés aux États-Unis seront en fait transférés clandestinement en RDA. Falk Friemel est alors spécialiste des disques durs à Robotron. Les pièces et le matériel arrivaient dans d'énormes poids lourds, cachés sous un autre chargement. Par exemple, des bouteilles de vin ou des chaussures. J'en ai déchargé moi-même. Et puis au milieu du camion, il y avait une petite caisse de contrebande qui était livrée ici. Les disques durs sont ensuite fabriqués derrière ces fenêtres.
La production a commencé ici, à la fin des années 80, avec des composants de contrebande. On a fini par produire de plus en plus de pièces détachées nous-mêmes. Le projet suit son cours. Alors que le chantier de construction de l'usine viennoise est au point mort, une ligne de production de disques durs complète est passée en contrebande en RDA. Si la RDA avait existé un an de plus, l'usine aurait parfaitement fonctionné comme on l'avait prévu. Et tout le monde n'y a vu que du feu. Fini Larouge est à l'apogée de sa carrière de délinquante financière. Il y a désormais 500 millions de marks sur les comptes de Novum, un demi-milliard. Une somme générée sur ordre du SED. Pour Rudolfine Steindling, l'avenir semble plus radieux que jamais. Et soudain, c'est la catastrophe. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe et le modèle économique de Rudolfine Steindling s'effondre avec lui. Il n'y aura plus besoin d'intermédiaires pour faire des affaires avec la RDA, car la RDA ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Les deux États allemands vont être réunifiés bien plus vite que quiconque l'aurait imaginé. Et rapidement, la chasse à l'argent est lancée. L'argent du SED, le tout-puissant Parti socialiste est-allemand, doit désormais revenir à la République fédérale d'Allemagne. Les partis de la RDA ont amassé des sommes colossales, par le biais de sociétés intermédiaires, mais aussi grâce aux réquisitions de biens privés. Les dernières nationalisations ont eu lieu en 1972. Elles concernaient 11 000 entreprises. La fortune du SED était estimée à environ 6,1 milliards de marks. Elle se composait de liquidités dans des banques, de gros actifs d'entreprises, de complexes hôteliers, de terrains et Dieu sait quoi d'autre. Tous ces biens auraient dû revenir à l'État ou aux personnes expropriées, pas à un parti qui s'en servait pour se financer de façon illégitime. C'était l'objectif de la loi sur les partis. Elle devait garantir que les biens des partis et des organisations de masse seraient liquidés, qu'ils seraient saisis et employés au financement des nouveaux Länder de l'État fédéral. On craint que le parti héritier du SED, le Parti du socialisme démocratique ou PDS, ne tente de mettre cet argent en sécurité. C'est pour l'en empêcher que la Chambre du peuple de RDA promulgue la loi sur les partis. La loi sur les partis a été votée sous le dernier gouvernement de la RDA. Elle était motivée par l'idée que le patrimoine des partis est-allemands avait été constitué au mépris du droit. Der vorliegende Gesetzentwurf kann nicht ungeschehen machen, wie in unserem Land die Bevölkerung bestohlen wurde. En juin 1990, on crée l'UKPV, commission indépendante pour l'examen du patrimoine des partis de RDA. Le groupe d'experts collabore étroitement avec la Treuhand, l'agence créée pour privatiser les entreprises est-allemandes. La commission indépendante avait pour mission d'évaluer le patrimoine des partis et des organisations de masse. Ces derniers étaient tenus de lui rendre des comptes. Mais la commission avait aussi pouvoir d'enquête afin d'identifier et d'évaluer leur patrimoine. Alors que le chancelier Helmut Kohl surfe sur une vague de sympathie et que la réunification va bon train, Fini Larouge et sa fortune sont en danger. L'UKPV est arrivé à la conclusion que les fonds de Novum sont des capitaux du SED et on informe la Treuhand. Le parquet ouvre une enquête. Il soupçonne Novum d'être une société écran. Cette entreprise autrichienne, en apparence indépendante, agirait en sous-main pour le compte du SED. L'étau se resserre autour de Rudolfine Steindling. Novum était un montage un peu inhabituel. Nous avons donc regardé de plus près le registre du commerce et c'est là que nous sommes tombés sur un acte de fiducie.
Cette fiducie concernait le transfert de la propriété de Novum au profit d'une société appelée VOB Zentrag. Et l'acte était signé de la main de Madame Steindling. Nous en avons donc conclu que Novum et tous les biens qui constituaient son patrimoine appartenaient en réalité au SED et se trouvaient donc de fait mis sous tutelle. Fini-la-Rouge possède des parts de VOB Zentrag, un conglomérat qui regroupe l'immense majorité des imprimeries et maisons d'édition est-allemandes et appartient au SED. En février 1992, Rudolfine Steindling reçoit une lettre recommandée de la Treuhand. Elle l'informe que le patrimoine de Novum se trouve dorénavant placé sous sa tutelle. Officiellement, en tout cas. Quand ce courrier est-il arrivé exactement? Eh bien, il est arrivé ce matin. Directement de Berlin-Est. Vous croyez que je vous ai convoqué pour le plaisir? Et maintenant, justifiez vos honoraires. J'aimerais bien avoir une stratégie. Parce que la Treuhand prétend que tout le patrimoine de Novum lui appartient. Depuis quand la Treuhand a des prétentions sur l'argent autrichien? C'est certainement un malentendu. Ce courrier a aussi été adressé au bureau de Berlin-Est. Donnez-moi ça. Je vais attaquer la Treuhand. Ce n'est pas envisageable. C'est David contre Goliath. La Treuhand possède d'énormes moyens juridiques. Eh bien, nous verrons cela. On peut dire que Madame Steindling a fait preuve à ce moment-là d'un activisme forcené et, pour tout dire, un peu délictueux, et qu'elle disposait à Berlin-Est de relais bien placés qui lui permettaient de manipuler les dossiers à son avantage. Et pendant qu'à Berlin-Est, on fait disparaître les documents qui prouvent que Novum était un faux-né du SED, Fini-la-Rouge encourage à sa façon d'éventuels témoins à se taire. Le procès Steindling contre la Treuhand s'ouvre en 1992. Il va durer 4 ans. C'est très gênant que vous n'ayez aucun justificatif de toutes vos opérations, madame. Ce n'est pas du tout gênant. C'est comme ça qu'on procédait pendant la guerre froide. Mais il n'y a plus de guerre froide. Il faut produire des justificatifs. Que voulez-vous, que je les invente? Allons, ne vous inquiétez pas. C'était une femme sûre d'elle et déterminée. Elle présentait très bien et elle était aussi charmante. On imaginait tout à fait la façon dont elle pouvait traiter les dirigeants du SED, avec ce mélange de charme et de fermeté, et aussi les représentants des sociétés de l'Ouest. Et elle montrait la même assurance au tribunal. Nos activités se déployaient principalement sur 3 pays. La Hongrie, l'Allemagne de l'Est et l'Union soviétique. J'ai toujours été en contact étroit avec le ministre du Commerce extérieur, M. Beil. Je reconnais volontiers que nous étions liés par une relation amicale. Des papiers, des récépissés. D'ordinaire, tout était détruit dès que le parti avait approuvé les comptes de ma société. Je crois me souvenir que tout cela remonte à la guerre froide. Rudolfine Steindling présente de nombreux témoins. Tous affirment la même chose, Novum a toujours été une société du KPE. Même Erich Honecker assure sous serment depuis le Chili que selon lui, Novum a toujours été une entreprise autrichienne. Les éléments à charge recueillis par les enquêteurs sont tous réfutés. En 1996, le tribunal rend son verdict. Voici les attendus du jugement. Les nombreux témoignages et documents d'époque démontrent uniquement l'existence d'une relation fiduciaire avec le KPE, attestée par l'exécution pratique des parts sociales de la société Novum. Ils n'attestent pas d'une relation fiduciaire avec le SED. En conséquence, la plainte de Madame Steindling est jugée recevable. Alors,
qui avait raison depuis le début. Chère madame, toutes mes félicitations. Vous voyez que ma stratégie était la bonne. L'attaque est la meilleure défense. Pour les enquêteurs qui courent après cet argent depuis des années, ce jugement est une cruelle déception. Nous avons tous perdu et gagné des procès au cours de notre carrière. Au tribunal, quand on n'arrive pas à convaincre les juges, on perd. Après ça, il fallait remettre l'ouvrage sur le métier. Le parquet fait appel auprès de la Haute Cour administrative de Berlin. Il doit prouver que Novum était bel et bien une société est-allemande. Pour ce faire, les enquêteurs emploient les grands moyens. Ils offrent jusqu'à 5 millions de marks à quiconque pourra fournir des informations décisives. Fini la Rouge se retrouve en une d'un tabloïd, ce qui accroît encore la pression qui pèse sur les enquêteurs. Car désormais, le public a vent des agissements de Rudolfine Steindling. Pour finir, l'un de ses avocats personnels révèle le poteau rose. Elle aurait corrompu des témoins et fait disparaître des documents compromettants afin qu'on ne puisse pas relier Novum au SED. Les enquêteurs peuvent enfin démontrer que Rudolfine Steindling a fait disparaître la preuve capitale, à savoir le fameux acte de fiducie. Le 23 septembre 2003, 7 ans après le jugement en première instance, la Haute Cour administrative rend sa décision. Voici les attendus du jugement. Le tribunal est arrivé à la conclusion que la société Novum était une entreprise appartenant au SED, qui n'était considérée comme une entreprise du KPE que de l'extérieur. Mais ce jugement est un détournement du droit. Il y avait à l'époque un autre système avec d'autres règles. Je n'ai jamais outrepassé les limites. Ce n'est pas ma faute si elles étaient fixées par les socialistes. Est-ce qu'on peut encore faire appel? Non, la décision de la Haute Cour administrative est définitive. Rudolfine fait tout de même appel. En vain. Ainsi, les 500 millions de Novum reviennent à la Treuhand. Du moins, en théorie. Car elle ne serait pas finie la Rouge si elle n'avait pas tout prévu. Retour en arrière. En 1991, soit 1 an avant de poursuivre en justice la Treuhand, elle se rend à sa banque. Madame la conseillère. Oui. C'est un honneur. Quel bon vent vous amène. Je vais vous expliquer. En mai 91, Novum disposait encore de grosses sommes d'argent à la Banque d'Autriche à Vienne. Et la Banque d'Autriche avait une filiale en Suisse. Madame Steindling a donc transféré 240 millions de ses comptes autrichiens vers la Suisse. Peu après, ces sommes ont été retransférées vers la Banque d'Autriche, mais pas sur un compte de Novum. Ils ont été placés sur un compte interne à la banque. C'est la première étape d'une suite d'opérations qui vont permettre à Fini la Rouge d'effacer toute trace de cet argent. J'ai quelques petites transactions à effectuer. Ah, je vois, oui. Et de quel compte vers quel compte? Je vous ai préparé la liste. Pas d'inquiétude, je ne ferme rien. Il s'agit simplement de redistribuer l'argent. Fini a entrepris de répartir tout l'argent qui se trouvait sur ses comptes à travers le monde. En Israël, aux États-Unis, à Londres, dans des banques du monde entier, sans qu'on puisse comprendre sur le coup le but de ces transferts. Fini la Rouge fait le ménage. Elle vide peu à peu son coffre-fort et son bureau. Elle distribue généreusement l'argent et fait de nombreux dons, y compris en Israël, où sa fille vit désormais. Elle affirme aux autorités allemandes qu'elle n'a plus rien, rien qu'un peu d'argent de poche. Je voudrais retirer 2 millions en espèces. C'est une somme conséquente.
Et vous êtes certaine de vouloir tout en espèces? Bien évidemment. Il n'y a que ceux qui n'ont rien à dépenser qui n'ont pas besoin de liquide. Alors, je vais vous arranger ce retrait. Tout cela est ridicule. Je n'ai jamais rien fait de mal. Les regrets, c'est pour les perdants. C'est ce qu'elle déclare avant de monter dans l'avion pour Israël. Rudolfine Steindling est désormais hors de portée pour les autorités allemandes. L'Allemagne ne verra pas la couleur de son argent. Mais les banques qui ont si complaisamment pris part à son manège sont poursuivies en justice par la Treuhand. Die Bank Austrian, die muss nun das Geld an Deutschland zurückzahlen. 128 Millionen Euro plus 5% Zinsen über 16 Jahre. La banque suisse Julius Baer a été condamnée en 2020 à reverser 150 millions d'euros à l'Allemagne. Une autre banque suisse, l'AKB, a dû rendre 120 millions. Elle est l'une des dernières énigmes non résolues de l'histoire de la guerre froide et des relations économiques entre l'Est et l'Ouest. C'est ce qui fait d'elle un mythe, et je pense qu'elle le restera. Rudolfine Steindling passe le reste de sa vie entre Tel Aviv et Vienne. En 2009, 3 ans avant sa mort, elle conclut un accord avec l'Allemagne. Elle laisse 120 millions à l'État en échange de l'abandon de toutes les poursuites à son encontre. Un mystère demeure. Où est passé le reste de l'argent du SED? Fini la Rouge a emporté le secret dans la tombe. Ich habe meine Arbeit immer gern gemacht. Und das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe.